Louis II souhaite finir son château en seulement 3 ans. Et le choix du lieu sur ce pic rocheux va rendre le chantier particulièrement difficile. Dès l'été 1868, d'importants moyens humains et techniques sont mobilisés pour répondre à cette ambition. Tous les services de la cour se mettent immédiatement au travail et un géologue est dépêché sur place pour examiner et analyser ce pic rocheux et les ruines. Car la question est, peut-on vraiment construire un château à cet endroit? La roche est-elle suffisamment massive et suffisamment solide? Dans un premier temps, on se débarrasse des ruines par une série d'explosions. Mais tandis que ce géologue inspecte les ruines, le roi a déjà une nouvelle idée. Finalement, il voudrait un château encore plus grand. Et il demande alors de vérifier s'il est possible d'agrandir la surface constructible. Les explosions continuent donc pour niveler et abaisser le pic. Près de 8 mètres de roches sont déblayés pour faire place aux fondations. La surface finit par atteindre une longueur de plus de 100 mètres. Il n'y a rien d'unique à construire un château par-dessus un château existant. Mais d'habitude, les plans ou les ruines du précédent château sont intégrés, au moins en partie. On réutilise les fondations ou des matériaux pour permettre de réduire les coûts. Mais Louis II ne s'en soucie pas. C'est le roi. C'est son rêve, son château. Et il va le construire coûte que coûte. Le plateau est agrandi, mais un problème demeure. Le grand ravin qui sépare les deux ruines des anciens châteaux. Pour combler ce vaste trou et accueillir la construction du nouveau château, il va falloir former des fondations solides grâce à des murs de briques allant jusqu'à 50 mètres de haut. Pour relier les deux châteaux d'origine par-dessus ce ravin, au lieu de construire un pont, il construit un château. Il le construit d'un seul tenant, pour le rendre plus solide et renforcer l'idée que c'est un seul château. Ça consolide son image, une image imposante, forte, résistante. Seul problème, elle ne permet pas de concevoir le château en un seul rectangle parfait. Si on l'observe du ciel, elle prend plutôt un léger virage. Cet angle est donc intégré au plan du château. Le bâtiment se composera de 2 grandes parties rectangulaires, reliées grâce à un espace en forme de trapèze. Le pic est prêt, mais il faut également prendre en compte les difficultés d'approvisionnement. Neuschwanstein est surtout une folie de construction sur un piton rocheux, au sommet vraiment d'une sorte de berg extraordinaire, et on se demande comment des hommes à cette époque-là ont monté à cheval, à dos d'âne ou en charrette des pierres énormes jusque là-haut. Le village le plus proche, c'est Füssen, à plus de 4 km de là. Et pour accéder au pic, il n'existe alors que des sentiers de randonnée. Or, il faut réussir à monter les matériaux sur un site de chantier qui se trouve à plus de 200 mètres d'altitude. Le château de Neuschwanstein était l'un des chantiers les plus compliqués de son temps. Il faut se l'imaginer, amener les matériaux dans les Alpes à cette altitude-là, c'était vraiment très compliqué. Le chantier et toute son organisation, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, une véritable prouesse. Ici encore, de grands moyens sont mis en place pour répondre à ce défi. Une route va être créée directement dans la montagne à l'aide d'explosifs. Elle sera terminée en juin 1869, presque une année après les premières explosions sur le pic. Ensuite, une gigantesque charpente en bois est construite pour créer un accès rapide et direct au plateau. Les matériaux de construction sont amenés en bas de l'échafaudage, puis élevés grâce à la grue à vapeur, 200 mètres plus haut. Ils sont ensuite amenés jusqu'au chantier en cours. On s'est vraiment appuyé sur les techniques les plus avancées de l'époque pour pouvoir construire ce château et concrétiser le rêve du roi Louis II. Si on n'avait pas eu recours à ces techniques modernes, le château de Neuschwanstein n'aurait très certainement jamais vu le jour.
Une fois qu'on retire la grue, qu'on retire l'échafaudage, il est impossible pour les gens qui l'admirent d'imaginer comment il a été construit. Ça me rappelle les grandes pyramides. Quand on les regarde, elles donnent l'impression qu'on n'a pas pu les édifier à cette époque, tellement leur réalisation est précise. Mais c'est parce que toutes les structures pour les bâtir ont disparu. C'est un tour de magie. Et c'est le même pour Neuschwanstein. Une fois la montagne remodelée et les échafaudages créés, c'est un chantier hors norme qui débute le 5 septembre 1869 avec la pose de la première pierre du château. Pour répondre au délai de 3 ans, il faut aller vite. Les travaux sur le chantier se déroulent donc jour et nuit. Il y a dans certains cas plus de 300 ouvriers présents sur le site. Malgré tous ces efforts, au lieu des 3 années espérées, le chantier durera 24 ans. Au-delà des difficultés inhérentes à un tel chantier, la place prépondérante du roi dans le processus de construction ralentit considérablement la tâche. Habituellement, à l'époque, il y avait un architecte très en vogue qui avait peut-être déjà remporté des appels d'offres publics ou mené des chantiers pour des nobles riches ou autres, et qui était chargé de la commande et dessinait les plans. Puis ces plans étaient examinés et révisés avec le commanditaire. Première innovation à Neuschwanstein, l'architecte Eduard Riedel doit composer avec un chef décorateur de théâtre, Christian Jank. Ce dernier a travaillé sur les mises en scène des opéras de Wagner, dont Louis II est un fervent admirateur. Un peu à la façon d'un réalisateur, le roi guide le processus créatif. À ce titre, l'année 1867 est déterminante. Il envoie d'abord ses équipes, des photographes ou des dessinateurs, au château de la Wartburg. Originaire du XIe siècle, ce château emblématique est en pleine campagne de restauration, commencée en 1838 et qui finira en 1889. Son palace roman du XIIe siècle est considéré comme exceptionnellement bien conservé. À la fois les bâtiments et la décoration purement XIXe siècle, qui habillent la salle des chanteurs ou la salle des fêtes, représentent une source d'inspiration majeure pour Neuschwanstein. En juillet, alors que Louis II visite l'exposition universelle de Paris, Napoléon III l'invite à découvrir le château de Pierrefonds. La rénovation de ce château médiéval français du XIVe siècle par le fameux architecte Eugène Viollet-le-Duc s'est terminée seulement 4 ans auparavant. Louis II était fasciné par toutes ces tours et ces tourelles, par ce côté pittoresque du château de Pierrefonds. Et il avait plein de portfolios avec des exemples architecturaux dans son château de Berg où il résidait et qui ont eux aussi nourri son imaginaire. Il valide d'ailleurs d'abord sur image les dessins de Jank, son décorateur de théâtre, qui guideront ensuite la construction. Mais pas seulement. Louis II, c'est comme s'il regardait par-dessus l'épaule de chaque architecte qu'il embauche. Je ne suis pas sûr de ce trait. Oh non, je n'aime pas ça. Oh non, je voudrais que ce soit un peu plus gros, un peu plus épais. Il est incroyablement impliqué. Pendant la planification, mais même pendant la construction, le roi demandait en permanence des modifications, des améliorations, des perfectionnements. Et quand quelque chose ne lui plaisait pas, il fallait tout recommencer.